Merci, monsieur le député. Nous en venons à l'amendement à l'article 5. Madame Guittet, pour le 1341, je vais peut-être vous proposer de faire une présentation commune des amendements 1341 à 1348. C'est une idée, oui. Vous avez la parole. Donc, ces amendements, puisqu'il y en a plusieurs, mais ils ont tous le même objectif, c'est celui d'utiliser une écriture plus inclusive et représentative, c'est-à-dire contribuer à garantir l'égalité dans le langage, ce qui est primordial dans la construction de la pensée et donc dans les mentalités. Donc, l'idée de rendre visibles les femmes dans la langue en usant de nouveau du féminin pour nommer notre quotidien permet de redonner toute leur place à celles qui représentent plus de la moitié de la population. Le Conseil économique et social suit cette logique en préconisant dans son rapport de 2015 l'utilisation de cette écriture. Donc je demande à l'Assemblée de tenir compte de l'écriture épicène et donc d'utiliser une communication sans stéréotype de sexe. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la députée. Donc le 1342 a été défendu. Le 1418, Madame Carré-Comte. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Alors c'est un amendement qui vise à poser la question de la formation des réservistes qui participent à la réserve civique. Pour le succès des missions et quelles que soient les compétences des réservistes, il peut être très utile qu'une information, une formation préalable soit organisée donc en amont de la mission, soit par l'organisme d'accueil, soit par l'autorité de gestion. Évidemment, l'idée n'est pas de rendre obligatoire la tenue de ces réunions ou séquences, mais simplement de les rendre possibles par la loi et de préciser les conditions de réalisation de ces formations, informations potentielles. Richard, amendement 1050, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente. Il s'agit d'éviter une éventuelle contradiction entre la charte de la réserve civique et les règles de service de l'organisme d'accueil. En effet, l'article 1 qui a été voté tout à l'heure, à l'alinéa 10, Monsieur le Ministre, instaure la charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'État, qui énonce, on l'a vu ensemble tout à l'heure, les engagements et obligations des réservistes et des organismes d'accueil. Or, l'article 5, il est prévu que le réserviste est soumis aux règles de service de l'organisme d'accueil. Donc, dans un souci de cohérence, cet amendement prévoit que les règles de service auxquelles doit soumettre le réserviste s'inscrivent dans le respect de la charte énoncée à l'article 1. Merci. Madame Carré-Comte, l'amendement 1419, s'il vous plaît. Je donnerai la parole après. En fait, j'ai voulu demander à Madame Guittet de faire une présentation commune, même si ça n'était pas une discussion commune. Et c'est pour ça que je suis partie. Donc on va s'arrêter là. Et on va prendre les amendements. Je vais m'arrêter là. Et on va donner à Madame la rapporteure la parole sur le 1341. Sachant qu'après, il y a tous les amendements qui ont été déjà présentés par Madame Guittet qui sont en présentation commune. Voilà, pas en discussion commune. D'accord. Donc il s'agit là de systématiser donc, une communication sans stéréotype de sexe. C'est effectivement le premier amendement épicène d'une longue série. Nous en avons débattu en commission. Nous avons accepté le principe, même si à titre personnel, je ne suis pas complètement convaincue de l'opportunité, mais nous l'avons fait en commission. Nous avons fait évoluer les titres du projet de loi et des chapitres. Maintenant, sur l'ensemble du texte, ça me paraît un peu compliqué de déroger à cette règle française qui fait que malheureusement, c'est vrai, mais que le masculin l'emporte, fait règle générale. Et histoire de faire en sorte que nous soyons tous sur la même position, je rappellerai que c'est un héritage qui vient du bas latin, Madame Genevard, je parle du latin, écoutez-moi, qui prouve que, comme quoi... Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai fait une spéciale dédicace, chère Annie. Mais plus sérieusement... oui, c'est l'avantage des commissions. Mais pour en revenir plus sérieusement à notre sujet, la commission a donc émis un avis défavorable pour tous les amendements qui font donc cette entorse à la règle linguistique. Et donc je propose, si vous en êtes effectivement d'accord, comme a essayé de le faire la présidente, que nous ayons un débat une fois sur ce sujet et que nous ayons après une position que nous tiendrons tout au long des débats. Donc avis défavorable.
Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, Madame la députée, pour l'ensemble de ces amendements relatifs à la féminisation du texte, naturellement, le gouvernement est favorable au principe même de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une exigence qui est pour nous absolue, vous l'aurez bien compris. Mais déjà, et vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, les titres ont été modifiés en commission dans le sens que vous proposez avec l'accord du gouvernement. Nous avons convenu de ne pas alourdir le texte qui, je vous le rappelle, devrait être le plus clair possible pour les usagers. Par conséquent, j'émettrai un avis défavorable à la série d'amendements qui nous sont ainsi présentés, de la manière à pouvoir rendre ce texte le plus opérationnel possible. Merci à Madame la rapporteure de partager ce sentiment. Avis donc défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Madame Genevard, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les députés, point E, point S. Moi, on est tous ici attachés à l'égalité, mais il faut quand même raison garder. Et moi, il me semble que dans cette affaire, alors épicène, ça veut dire posséder en commun. Donc, le même mot peut désigner à la fois homme et femme. Au fond, ce qui vous heurte dans cette règle, c'est moins la règle elle-même que sa justification habituellement donnée et qui heurte épouvantablement certaines d'entre vous. Le masculin l'emporterait. Je crois qu'il faudrait changer la justification de cette règle grammaticale et peut-être que l'humeur s'en trouverait apaisée. Parce que franchement, voir maintenant dans tous les textes des points, des E, des S, c'est juste insupportable. Voilà, moi je le dis comme je le pense. Madame Le Callennec, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Vous venez de le dire vous-même, Madame la rapporteure, c'est une entorse à la règle linguistique. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, voire quelques mois, vous distillez dans tous les textes de loi sans exception. Puis alors maintenant, je dirais qu'il y a une contagion dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, dans les communes, et on est en train de réécrire la langue française. Donc je crois que ça en devient, pardonnez-moi, pour celles qui sont très attachées, je pense que la personne qui va prendre la parole après moi va dire qu'elle y est très attachée, ça frise le ridicule. Je vous assure. Quand vous commencez sur le terrain à dire que vous êtes en train d'écrire de façon épicène et que vous tenez compte de la représentativité des actes, les Français nous disent que ce n'est pas ça qui va en effet redonner de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je crois qu'il faut se battre sur d'autres sujets, d'ailleurs dans le titre 3, et on l'abordera certainement dans les jours qui viennent, mais à un moment donné, trop c'est trop, et je vous assure que ça vire au ridicule. Madame Guittet, vous avez la parole. Madame Guittet. D'abord, je voudrais vous dire qu'une langue, ça évolue. Et ça a toujours évolué. Donc, ne pas vouloir qu'une langue évolue, c'est d'un ridicule achevé. Ensuite, on vous appelle Madame la députée, on ne vous appelle pas Monsieur le député. Et je ne demande pas à ce qu'il y ait des E, 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 S, je demande qu'il y ait la candidate ou le candidat. Alors, si vous trouvez que c'est trop lourd, Monsieur le ministre, moi, je vous propose de supprimer le candidat et laisser la candidate. Olivier, vous avez la parole. Oui, bien sûr, je partage l'amendement de Madame Guittet parce qu'en fait, quand on ne nomme pas les choses, elles n'existent pas. C'est ça qu'il faut entendre. On n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule parce qu'on met des E et qu'on féminise. Ici même, dans cette Assemblée, il n'y a encore pas si longtemps, on a refusé d'appeler Madame la Présidente. Ce qui a valu d'ailleurs à son auteur d'avoir, je crois, des réprimandes assez appuyées. Mais franchement, qu'est-ce que ça signifie de pouvoir mettre un E ou de dire là ? La communication sans stéréotype de sexe du Haut Conseil à l'égalité vient d'être signée par le Conseil économique et social, par le ministère de la Justice, par des régions, par des universités, par Universcience, enfin que des titres, enfin des institutions extrêmement prestigieuses. Et nous avons demandé d'ailleurs avec la délégation de droits des femmes à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de bien vouloir aussi co-signer ce guide pour une communication sans stéréotype de sexe. Éventuellement, on aura ce débat à ce moment-là, si ça passe dans l'hémicycle. Mais là, je trouve dommage qu'on ne se saisisse pas de cette opportunité pour commencer déjà à l'appliquer. Alors, on sait très bien chacun à quel point c'est important de nommer les choses, sinon nous sommes invisibles comme d'habitude. Madame la rapporteure.
D'abord, vous avez raison, Madame Guittet, la langue évolue et il n'y a aucune raison qu'elle n'évolue pas. Ça, c'est pas le débat. Il est également important de nommer, et je fais attention à qu'on m'appelle bien Madame la députée et non pas Madame le député. J'y suis très attachée et très attentive parce que je suis une femme. Et donc, on parle de moi au féminin et en tout cas, j'essaye de faire en sorte que ce soit le cas sur tous les territoires. On aurait peut-être d'ailleurs un peu moins le débat sur la langue épicène si tous et toutes s'appliquaient ce principe, qui est le respect de la personne qu'ils ont en face d'eux et donc en dénommant au féminin les personnes féminines qu'ils ont et qu'elles ont en face d'eux. Et donc, il faudrait que tous et toutes, nous faisions en sorte effectivement que quand on a une rectrice, on dise bien rectrice. Quand on a une préfète, on dise bien préfète, quand on parle de la personne. De là à mettre cela dans la loi, moi je pense honnêtement que c'est compliqué. D'abord parce que c'est compliqué pour nous parce que nous sommes des femmes, mais le masculin est neutre aussi, c'est aussi la règle de la langue française. Et puis parce que honnêtement, si au long des textes de loi, nous mettons à chaque fois au masculin et au féminin, nous allons rendre les articles de nos textes totalement illisible et inaccessible. C'est déjà assez compliqué comme ça, il me semble, pour l'ensemble de nos concitoyens de pouvoir s'approprier les textes de loi. Mais si en plus on rallonge les phrases en mettant féminin avec les conséquences en termes d'accord que ça a et donc sur la longueur des phrases, ça me semble complètement déraisonnable. Donc vraiment, avis défavorable. Monsieur le rapporteur général. Oui, pour rappeler, comme l'a fait Valérie Corre, qu'en commission, nous avons eu ce débat. Et la position sur un texte comme celui-ci, qui s'appelle « Égalité et citoyenneté », la position de la commission spéciale n'a pas été de balayer d'un revers de main, comme cela a pu être fait d'un côté de l'hémicycle, avec des argumentaires de complexité ou quelquefois qui frisaient, entre guillemets, la volonté de rendre ridicule l'exigence de prise en compte, en effet, du féminin. Et l'espace public, c'est la rue, c'est ici, mais c'est aussi l'orthographe et la grammaire. Et donc, je ne veux pas qu'on pense qu'ici, et dans le débat que nous avons eu, il y a eu une position manichéenne qui était de dire pour ou contre l'écriture épicène. Il y a eu une évolution qui n'avait jamais été réalisée sur aucun texte, et nous l'avons fait dans ce texte. Et nous avons décidé qu'il y avait une première étape à avoir, c'est que nous allions avoir l'écriture épicène sur l'ensemble des titres. Et donc, vous le voyez, chapitre 1er, sur le titre 1er, encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité. Donc je crois que cette position de consensus, qui montre que le débat avance, est à prendre, et je crois qu'on doit s'en féliciter, sans non plus, à partir du moment où nous avons eu longuement ce débat en commission, passer maintenant en séance beaucoup de temps sur le sujet. Merci, monsieur le rapporteur général. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 1341 qui a recueilli l'avis défavorable du gouvernement et de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. 1342, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Le 1418, même avis, même vote. Non, c'est un autre sujet, pardon. 1400. Attendez, pardon. 1418, Madame Carré-Conde, vous l'avez présenté. Madame la rapporteure, sur le 1418, s'il vous plaît. Oui, en fait, il s'agit d'une rencontre entre le réserviste et l'organisme d'accueil avant la première mission. Moi, je comprends votre demande et je partage, ça me semble absolument indispensable, mais je ne pense pas que ça relève de la loi, mais plutôt de l'organisation propre, même de bon sens, il me semble, avant de signer le contrat d'engagement. Donc, je vous demanderai de retirer votre amendement ou, à défaut, avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît, sur le 1418. Madame la présidente, madame la députée, mesdames et messieurs les députés, donc c'est un amendement qui est intéressant, je vous le conseille, qui va dans le bon sens, naturellement, mais la mesure est clairement, comme vient de le dire la rapporteure, du niveau réglementaire, et je propose de demander au haut-commissaire à l'engagement, M. Yannick Blanc, d'intégrer cette proposition dans le décret qu'il me proposera prochainement en la matière. Et donc je vous propose, madame la députée, de bien vouloir retirer votre amendement, sinon avis défavorable.
Merci. Madame Carré-Conte, il est retiré Le 1418, oui. L'amendement 1343 donc, a recueilli l'avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Même vote que sur les précédents, il n'est pas adopté. Le 1344, même avis, même vote. Le 1345 également, même avis, même vote. Madame Guittet. 1050 qui a donc été présenté par Monsieur Richard. Madame la rapporteure. Oui, j'avoue que oui, c'était dans ma petite confusion tout à l'heure. Vous voulez reprendre la parole, Monsieur Richard? Il a été défendu. Madame la rapporteure. Oui, je suis favorable en fait à votre proposition de précision. Monsieur le ministre, également, je mets donc aux voix cet amendement 1050, avis favorable du gouvernement et de la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 288, Madame Gau, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Pardon, il s'agit de nommer un tuteur pour les mineurs qui exercent le service civique, tout simplement parce qu'ils sont dans une certaine jeunesse qui mérite un accompagnement particulier et non pas peut-être avoir un référent qui veillera au respect des règles générales. Madame la rapporteure, votre avis sur ce 288, s'il vous plaît. La Commission a donné un avis favorable afin de permettre un meilleur suivi des réservistes. Donc, avis favorable. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Une fois n'est pas coutume, mais le gouvernement émettra un avis défavorable puisque nous estimons que le dispositif de la réserve civique tel que nous le construisons implique de fait que le réserviste fasse l'objet d'un encadrement par la structure d'accueil. Sinon, il y aurait des problèmes manifestement. Et donc, comme nous l'avons déjà prévu dans le texte, de fait, le réserviste sera suivi par un référent. Les mineurs ne font pas exception. Il n'est pas nécessaire donc de le préciser spécifiquement. Et donc, nous émettons un avis défavorable en la matière. Merci, Monsieur le ministre. Madame Le Callennec. Merci Madame la Présidente. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais il me semble que vous avez dit service civique, chers collègues. Ce qui prouve qu'il y a quand même, à mon avis, un risque d'ambiguïté dans les termes et dans la promotion que nous allons faire de ces dispositifs sur le terrain. Et plus on avance, plus je me posais la question de savoir si on avait bien fait d'appeler ça réserve civique. La réserve citoyenne, ça avait un sens et ça avait une définition depuis de longues années. Le service civique de la même manière. Je me demande si on ne va pas créer une confusion entre les termes. Et vous l'avez très bien expliqué, Monsieur le ministre, il y en a un, le dispositif service civique qui est rémunéré, qui est pour les jeunes de 16 à 25 ans. La réserve citoyenne, civique, c'est un peu différent. Et c'est vrai qu'en ouvrant aux 16-18 ans, je crains qu'on crée une espèce de confusion. Merci Madame la députée. Madame la rapporteure. Il ne me semble pas avoir utilisé le terme de service civique, mais de réserviste. Mais je ne suis pas intervenue tout à l'heure entre la différence entre la réserve et le service. Vraiment, la ponctualité de la réserve différencie de fait par rapport au service civique. Et je pense qu'en plus, et nous aurons le débat sur qui peut accueillir des jeunes en service civique, la réserve ouvre des champs beaucoup plus larges et un panel d'âge, pour le coup, beaucoup plus large. Et pour être responsable, en tout cas avoir défendu l'amendement qui unifie justement la terminologie de civique, je pense qu'au contraire, l'idée est d'avoir un sigle unique sur l'engagement, sur la notion civique et non pas la diversité des cycles. Je pense qu'au contraire, on a là une cohérence dans les dispositifs et à l'épreuve des mois et des années, je suis sûre que vous le verrez, Madame la députée, il y a à mon sens aucune ambiguïté dans la différence entre la réserve civique et le service civique. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, en écho de ces débats, je voudrais rappeler quelques principes simples. Dans le service civique, il n'y a pas de lien hiérarchique
entre le jeune qui s'engage et la structure dans laquelle il travaille. C'est un engagement qui est lié à une mission déterminée sur laquelle il s'est positionné. Dans la réserve civique, il y a automatiquement un lien hiérarchique, dans la mesure où on ne peut pas laisser un jeune ou un moins jeune d'ailleurs partir n'importe où, n'importe comment dans la mission de service public qui est de fait mobilisée. Et donc pour nous, le tutorat est de fait, encore une fois, dans la mise en œuvre de la réserve civique. Il n'a pas besoin d'être évoqué dans la loi. Et donc, au regard de ce que j'ai entendu, je pourrais proposer plutôt un retrait de cet amendement qui me semblerait plus compréhensible par les uns et les autres. Merci Madame Gau, vous avez la parole. D'abord, c'est moi qui ai utilisé le terme de réserve civique, tout en voulant évoquer service civique, pardon, tout en voulant évoquer la réserve civique. Je crois néanmoins que, vu la diversité des publics qui peuvent être dans cette réserve civique, le fait de pouvoir accompagner un mineur me semble peut-être intéressant plutôt qu'un simple référent, eu égard à la pluralité des individus. Madame Genevard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Moi, ce que j'ai pu voir du service civique dans l'éducation nationale, par exemple, il me semble qu'il y a tout de même un rapport hiérarchique entre le jeune qui est en service civique et le directeur de l'établissement scolaire, sous la responsabilité duquel il opère. Donc, ce point de vue-là ne me semble pas discriminant entre le service et la réserve. Mais c'est vrai que les mots sont quand même un peu source de confusion et je comprends je partage la remarque de ma collègue et notre collègue vient d'en faire l'illustration à 2 reprises. Madame la Callennec, vous venez de prendre la parole sur le même amendement. On va peut-être s'arrêter et passer au vote. D'un mot, s'il vous plaît, parce qu'on va peut-être avancer un petit peu. Moi, je partage totalement votre idée d'avoir un tuteur, encore une fois, pour les 16-18 ans, idem pour un service civique, puisque ce n'est pas un travail, ce n'est pas un emploi, monsieur le ministre. Moi, je trouve que cette idée de tutorat de la réserve civique ou du service civique est une excellente idée. Sur la réserve, l'amendement donc 288 a recueilli, puisqu'il est maintenu, hein, Madame Gau, c'est bien ce que j'ai compris, l'amendement 288 a recueilli un avis favorable de la rapporteure et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Amendement 1346 a été présenté par Madame Guittet. Il a recueilli un avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour ? Contre ? Il n'est pas adopté. Le 1347, même vote, même avis, même vote. 1348 également, même avis, même vote. 1419, Madame Carré-Comte, vous avez la parole. Oui, alors la réserve civique repose bien évidemment sur le principe du bénévolat, mais on sait que la participation à une mission peut occasionner pour le réserviste des frais de déplacement ou par exemple de repas. Pour que la participation ne coûte pas aux réservistes, l'idée de cet amendement, c'est donc d'étendre le dispositif d'abandon de frais qui existe pour les bénévoles des associations aux participants à la réserve civique lorsqu'ils exercent des missions. Rapporteur. Oui, la commission a émis un avis favorable à cet amendement qui tend effectivement à prévoir que les frais engagés par le réserviste, comme les frais de déplacement, pourront faire l'objet d'une réduction d'impôt s'ils n'ont pas été remboursés par l'organisme d'accueil. Donc, avis favorable de la commission. Merci, Monsieur le Ministre. Avis du gouvernement, s'il vous plaît. Madame la Présidente, quelques éléments d'ordre juridique, bien sûr, partagé avec le ministère du Budget. L'ajout d'un alinéa 5 à l'article 5, prévoyant l'ouverture de la réduction d'impôt pour frais engagés par les bénévoles aux réservistes citoyens dans le cadre de leur mission d'intérêt général, est déjà, Madame la députée, satisfait par le droit actuel relatif au bénévolat. En effet, le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération par définition. Il n'est donc pas nécessaire que le bénévole soit un membre actif de l'association. En conséquence, à partir du moment où le réserviste
participe à l'animation et au fonctionnement de l'organisme, peut être considéré comme un bénévole et peut donc bénéficier à ce titre de la réduction d'impôt. Il n'existe donc aucune différence de traitement entre un simple bénévole et un réserviste citoyen. Les mêmes règles s'appliquent pour les bénévoles ou réservistes citoyens qui accompliraient leur mission auprès d'une personne publique, comme par exemple une collectivité territoriale. Donc, compte tenu de ces éléments, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Madame Carré-Conte, votre avis sur cette demande de retrait faite par le gouvernement? Oui, merci Madame la Présidente. Donc, si je comprends bien la réponse de Monsieur le Ministre, vous m'expliquez en fait que l'amendement est satisfait par la législation actuelle et que donc les réservistes citoyens pourront de fait utiliser le dispositif d'abandon de frais pour la participation aux frais qu'occasionneront leur mission. Ça sera donc écrit au procès-verbal de cette Assemblée. Donc, je retire l'amendement. Donc le 1419 est retiré. Je mets donc aux voix l'article 5. Qui est pour l'article? Qui est contre? Il est adopté.